Bueno, buenos días a todas y todos. Primero yo voy a presentar, soy el nuevo agregado cultural, Philippe Ariano. Llegué en la última valija en septiembre. Entonces voy a hablar español un poquito, mezclar con el francés, porque realmente me parece todo lo que quiero decir es un poco difícil todavía. Pero estoy feliz de estar acá. Tal vez decir de dónde vengo, porque agregado cultural es un comienzo, pero antes tiene una vida también. Y yo dirigía un teatro durante 15 años en Gap, en el sur de Francia, una de las 78 escenas nacionales francesas, que tiene como papel de trabajar sobre la difusión de arte escénica y sostener la creación con una residencia, parte de coproducción. Yo soy hoy el ratón del campo en cuanto a crear va a ser el ratón de la ciudad. Estaba pensando así el debate y la discusión porque tenía que venir, como lo dijo Lucy, Fred Sancerre, que trabaja en un lugar en Cap de Nag, que es realmente en el suroeste de Francia, en un lot que no tiene nada, ni siquiera tiene lugar. Entonces era un trabajo súper interesante, cómo se hace arte en un territorio con los habitantes, con los artistas, pero no solamente con los arquitectos también, con los agricultores. Bueno, entonces yo como estaba en un teatro al medio de la montaña, o medio rural, soy la rata del campo hoy. Y para cuidar que a no hablé solamente de París, pues dirigiendo un teatro que se llama el Teatro de la Bastilla, al medio de París, es súper importante, es un lugar muy interesante, obviamente, pero ya desarrollar esta parte. Tal vez decir también de dónde viene Claire, porque casi nació en el teatro, porque me dijo ayer que comenzó con una tesis sobre las grandes figuras de las pasiones del teatro raciniano, todo un programa de Racine. Después es interesante porque pasó del lado obrero en los teatros como a relaciones públicas, que se trabajó dentro de los teatros franceses que hacen el lazo, el vínculo entre los públicos y las obras de artes, que es súper importante. En el Teatro de la Tempête, cerca del lugar de Ariane Mouchkine, y trabajaba en este momento una compañía de Philippe Adrien también, un personaje del teatro francés importante. Um, Después Claire montó una casa de producción, no sé cómo se dice, de producción teatral, y rápidamente, y yo la conocí en este momento, crió otra casa de producción llamada Premise, que específicamente era para apoyar las jóvenes compañías, realmente los talentos emergentes, pero no solamente a nivel artístico, pero también de producción, de administración. Y es en este momento que te encontré, que trabajamos juntos. Y ahora es directora del Teatro de la Bastille, en la punta de la Roquette para los que conocen, que es un teatro que no es muy grande, que en dos salas, pero que tiene una producción contemporánea con dos ejes, vamos a decir, prioritarios, son teatro y danza. Esas son las razones por qué con Lucy pensamos que era interesante invitar a Claire, pero también podríamos acrecentar, agregar que para mí, Claire hace parte de la nueva generación de directores de teatro, de lugares que intentan inventar otras relaciones con el público, otras relaciones con los artistas también, con un trabajo también de red importante. Y si está acá, me parece que puede ser la primera puente, pasarela entre los proyectos de las artistas nuevas y la red francesa. Tal vez tenía otra parte, una segunda parte para crear esta cooperación entre Argentina y Francia. Y agregar también que Claire va a ser mentora de 6 proyectos dentro de este taller, que puede agregar, que preside todo, que vas a hacer una presentación un poco global. Yo voy a intentar de ser el ratón del campo cuando se concentra demasiado sobre París. Bueno, después va a hablar y vamos, si quieren, si tienen ganas, podemos intercambiar con preguntas.
Está bien, claro. Raúl Stomp. Gracias. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers artistes, chers collègues. Je suis honorée d'être ici parmi vous pour inaugurer en tant que mentor ce programme destiné entre autres aux artistes de théâtre argentin et argentine. C'est un véritable plaisir de partager un moment de réflexion collective sur ce que signifie faire du théâtre aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, et à ce moment de l'histoire. Je commence ainsi car je ne peux ignorer le contexte dans lequel nous vivons cette semaine de rencontre. Je parle évidemment du contexte mondial. Elles en seront d'autant plus précieuses. De tout temps, les artistes accompagnent de leurs gestes le bruit du monde. En sont les témoins. De tout temps, les arts vivants ont été un laboratoire de nos sociétés. Ils en gardent la trace, la mémoire. C'est en tout cas cette ligne artistique que j'ai toujours soutenue dans les différents moments de ma vie professionnelle et que j'invite aujourd'hui, maintenant que j'en ai la direction, au Théâtre de la Bastille à Paris, que je dirige depuis bientôt 2 ans. Quand je commence ce métier, il y a 25 ans, c'est dans un autre théâtre, niché au cœur du bois de Vincennes, plus précisément au Théâtre de la Tempête, où je suis alors en charge des relations avec le public. Les relations avec les publics, c'est un poste étonnant qui existe en France parce que nous avons évidemment les moyens de le faire. Et ce sont vraiment des postes destinés à penser la relation et la médiation entre les œuvres et les publics. J'habite donc la fameuse cartoucherie d'Ariane Mouchki. Évidemment, je vis dans un appartement, non loin d'ailleurs, mais le terme habiter correspond évidemment à la réalité de cette première expérience professionnelle où je découvre qu'un théâtre est une maison, que chacun, chacune participe à faire vivre et grandir. J'ai tendance à croire que la manière dont on débute ce métier, l'endroit où on le fait pour la première fois, conditionne ensuite beaucoup ce qui nous habitera, les valeurs que l'on défendra, l'utopie aussi que l'on poursuivra. Alors oui, à la cartoucherie, j'ai commencé non pas à faire mon métier, mais à le vivre et à le partager avec et pour les artistes. J'ai compris dès cet instant qu'il y aurait des rencontres comme des évidences qui modifieraient le cours de ma trajectoire par la puissance des convictions qu'elles amèneraient. De ces fulgurances naîtront les plus belles histoires de famille, celles que l'on rassemble, celles que l'on s'invente et celles que l'on convoque. Celles que l'on rassemble dans un esprit de transmission entre générations, celles que l'on invente en ouvrant de nouvelles voies, de nouvelles manières aussi de travailler ensemble, et celles que l'on convoque en revenant toujours à cette idée de fidélité, en choisissant de cheminer ensemble et parfois de longues années. Car c'est aussi ça, ce métier, savoir identifier des familles artistiques, reconnaître ses appartenances à des courants esthétiques, des valeurs, s'inscrire surtout dans une histoire toujours plus grande que nous. À chaque endroit de mon parcours professionnel, essentiellement marqué par la production et la transmission, des fils rouges se sont tendus. Une appétence pour les débuts, les commencements, l'émergence. On reviendra à ce mot, je pense, car elle est intéressante. L'opportunité aussi de faire franchir un cap à 2 générations d'artistes, la mienne tout d'abord, et celle qui m'a suivie, à initier aussi de nouveaux modèles, notamment avec Préris, un office donc de production artistique dédié à la jeune création que j'ai fondé en 2016. Mon activité parallèle à l'université, à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, à Paris, où je suis maîtresse de conférences depuis plus de 10 ans, m'a permis de toujours prendre du recul sur ma pratique, de transmettre mon métier à de jeunes gens qui se destinaient au métier de l'accompagnement en administration et en production, et finalement de remettre aussi chaque jour à leur côté ma pratique et ma vision en eux. Mon parcours ne s'est donc pas forgé dans un bureau, ni dans une direction figée. Il est né d'une série de rencontres
d'expériences, de décisions parfois audacieuses, de crises aussi. Parce que le théâtre est avant tout un lieu de résistance, un laboratoire où l'on affirme ses convictions, même quand nous ne sommes pas des artistes. Je souhaite que cette semaine d'intervention, d'échange, de rencontre, soit un dialogue ouvert. Parce que je suis française et que nous sommes en Argentine. Je suis donc ici pour partager, mais aussi pour écouter vos expériences et enrichir nos réflexions collectives. Ensemble, nous allons explorer comment articuler nos pratiques dans un contexte global et mondial, marqué par des transformations sociales, politiques et économiques majeures. Aujourd'hui est une occasion unique pour vous, pour moi, pour nous tous, de nous poser des questions essentielles. Comment faire face aux défis du monde actuel, qui parfois semblent réduire la place de l'artiste dans nos sociétés? Comment faire émerger des projets nouveaux dans un monde qui semble trop souvent axé sur le court terme, sur la rentabilité immédiate, dominée par la main invisible du marché? Comment penser votre travail à long terme en restant fidèle à votre vision artistique, tout en vous ouvrant à d'autres pratiques, à d'autres regards, à d'autres formes de théâtre? Le mentorat est pour moi une façon de réfléchir ensemble à ces questions, avec un regard extérieur, un accompagnement qui permet d'éclairer les zones d'ombre, d'apporter des conseils parfois pragmatiques, mais aussi d'offrir un espace de confiance et de dialogue. Cette semaine est donc un moment suspendu pour aborder le parcours et les différents cycles de vie artistique. Mes axes de mentorat seront naturellement inspirés de mon parcours, comme ceux, j'imagine, de mes collègues ici présents. Dès l'origine de mon engagement, j'ai accordé une importance primordiale à l'identité artistique propre à chaque artiste. En analysant les dossiers que j'ai pu consulter, il me semble essentiel de souligner combien il est crucial d'aider les artistes à assumer leur singularité, à la transmettre et à identifier les interlocuteurs, les interlocutrices susceptibles d'y être sensibles. Cela évidemment nécessite une très bonne connaissance du réseau, tant national qu'international, pour établir des rencontres fertiles et susciter des envies de production et de programmation. Ce dialogue est indispensable. Il aide l'artiste à prendre de la distance sur son travail, à écouter un regard extérieur et à situer son art dans un écosystème plus large. Il faut parfois admettre que l'esthétique d'un lieu que l'on admire, que l'on aime, que l'on fréquente parfois beaucoup, ne correspond pas toujours à notre démarche, ce qui peut nécessiter un accompagnement pour trouver des endroits où cette rencontre finalement sera possible. Mon rôle dans ce cadre est de nourrir un échange construit en confiance pour éclaircir ce qui fait la force et l'originalité du geste artistique de chacun, de chacune. Le second axe qui découle sûrement de ce premier point, c'est la création de collectifs et de réseaux artistiques. J'ai toujours été habitée par une certitude et une vraie conviction. Le théâtre, les arts vivants font génération. C'est une expérience que j'ai pu vivre. Accompagner l'émergence de ma génération a été une expérience très différente, beaucoup plus personnelle, plus en écho avec moi-même. C'est ici que se tisse ce qui deviendra plus tard notre premier réseau professionnel, là où l'on rencontre les premiers collaborateurs, les premières collaboratrices, des premières directions aussi qui nous feront confiance, ceux et celles finalement qui nous permettent de venir au monde du théâtre. Pour vous donner une idée assez concrète, parmi les artistes que j'ai accompagnés à leur début et au mien, Julien Gosselin est désormais à la direction du Théâtre de l'Odéon à Paris, Thomas Quiardet à la co-direction du festival Paris l'été, qui est un gros festival à Paris, Carole Thibault à la direction du CDN de Montluçon, c'est un centre dramatique national dans une toute petite ville, là pour le coup extrêmement rurale, et qui lui va très bien car elle a toujours travaillé sur ces axes-là. Et Jeanne Candel à la direction du Théâtre de l'Aquarium. Le Théâtre de l'Aquarium, c'est un autre théâtre de la cartoucherie, on y revient toujours. Les autres artistes que j'ai accompagnés sont restés en compagnie indépendante, parce que c'est toujours un choix, prendre la direction d'une institution. Il est important de souligner que se construire ensemble, en bande, en troupe,
permet aussi de se nourrir, de se donner de la force pour tracer ensuite parfois des chemins plus individuels dans l'institution, parce que rien n'est figé et que nous sommes dans des arbres vivants. Avec la création de Prémices, un office de production dédié à la jeune création que j'ai fondé en 2016, j'ai sûrement cherché à recommencer ça, à offrir un endroit où une nouvelle génération d'artistes, d'administrateurs, de producteurs pouvaient se retrouver à nouveau et recommencer à écrire ensemble une histoire, leur histoire. Les artistes émergents ou indépendants doivent composer avec des moyens limités et une forte instabilité économique. Les financements publics, bien que présents, sont souvent insuffisants pour soutenir durablement l'ensemble du secteur. Souvent, face à ces contraintes, les artistes s'appuient sur des modèles d'autogestion, des lieux alternatifs et la constitution de collectifs. Ces moments-là sont souvent les plus passionnants, bien que les plus précaires, car ils sont habités d'une liberté formidable. Cela favorise une esthétique brute, ancrée dans le réel, avec un fort potentiel d'innovation. Et c'est précisément ça que j'ai voulu développer puis soutenir, réunir ces artistes dans une même structure de production et les mettre en réseau avec d'autres artistes, des administrateurs, des administratrices et des professionnels. Créer du lien, finalement, offrir la possibilité, surtout, de se choisir et de se remplacer. Dans la continuité, souvent, de ce qui naît aussi dans les écoles d'art, qui sont un premier vivier de rencontres formidables et dont il faut absolument maintenir la force et l'engagement par la suite dans la création de groupes et de collectifs. Au théâtre de la Bastille, toujours dans cette idée de collectif, j'ai constitué un parlement artistique résolument interdisciplinaire, car ça aussi, cela permet à d'autres dialogues de s'initier, à d'autres projets de naître. Le troisième axe qui va influencer mon mentorat, c'est l'accompagnement dans la professionnalisation et dans la structuration de projets. Ici, la part de l'administration et de la production est importante. Le socle, ce n'est plus de réfléchir par projet isolé, mais au contraire, à travers la construction d'un partage. Que va amener ce projet au regard d'un geste artistique plus global, celui de la compagnie, en France, c'est comme ça qu'on les appelle, ou d'un collectif? Comment franchir des étapes à chaque création en termes de réseau professionnel, de public, de budget, de confirmation de son esthétique? L'urgence de créer et sa difficulté, souvent, qu'elle soit financière ou artistique, ne permettent souvent pas à l'artiste de prendre du recul sur un geste plus global. Donc, comment penser un projet plus ample, à long terme, auquel chaque création participera à développer et à ancrer sur un territoire? À qui s'adresse-t-on? Comment le geste artistique s'inscrit-il dans un rapport au territoire, à l'endroit où l'on est, où l'on vit, à des publics précis, parfois même en participation avec eux? Quels sont nos objectifs de développement à court et à long terme? Comment faire pour les réaliser sans dénaturer l'urgence nécessaire de la création? Pour répondre à ces questions, il est essentiel de penser la création artistique comme un écosystème. Cela implique de construire des ponts entre la vision artistique, les attentes des publics et les ressources disponibles. La structuration d'un parcours ne se limite pas à enchaîner les projets. Elle s'apparente à un cheminement stratégique où chaque création est une pierre apportée à l'édifice global. Il ne s'agit pas seulement de produire pour exister, mais de construire un geste artistique qui s'inscrit dans une continuité et qui surtout dialogue avec son époque. L'accompagnement dans ce contexte consiste à aider les artistes à clarifier leur identité artistique et leurs objectifs. Quels récits veulent-ils partager? Quelles problématiques souhaitent-ils interroger? En parallèle, il est nécessaire de leur offrir les outils pour naviguer dans la complexité du secteur, compréhension des financements publics et privés, élaboration de stratégies de diffusion, construction de relations pérennes
avec les partenaires institutionnels ou indépendants. Cet accompagnement doit aussi intégrer une réflexion sur l'impact territorial et sociétal des projets. Comment inscrire durablement une compagnie ou un collectif dans un réseau local, tout en préservant sa capacité à rayonner à l'échelle nationale puis internationale. Cela implique de développer des actions qui favorisent l'ancrage local, comme des projets participatifs de médiation avec les publics, mais aussi de tisser en parallèle des liens avec des programmateurs, des réseaux de diffusion et des festivals. Les deux coexistent. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Enfin, un aspect souvent sous-estimé est le temps. Accompagner une compagnie ou un artiste, c'est travailler dans la durée. Cela nécessite de respecter les cycles naturels de la création, tout en maintenant une vision prospective. Un projet artistique ne se développe pas en ligne droite. Il traverse des phases de doute, de remise en question, mais aussi de grandes fulgurances et de succès. Accompagner, c'est savoir reconnaître ces moments et ajuster son soutien pour permettre à l'artiste ou au collectif de grandir en cohérence avec ses aspirations profondes. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder ici et qui nous réunit aujourd'hui et qui est pourtant profondément menacé à l'échelle mondiale, c'est la nécessité d'un dialogue interculturel. En cela, je remercie l'initiative du dispositif Nouveau Rivage, car le repli sur soi qui nous guette est terrifiant. Il me terrifie. Je crois fondamentalement que différentes cultures, différentes langues, différents patrimoines culturels constituent une force et une richesse extraordinaire dans l'histoire des arts et pour leur avenir. Je crois qu'une scène, nos scènes, doivent être un carrefour de culture. En cela, quand j'ai pris la direction du Théâtre de la Bastille, je me suis faite à moi-même cette promesse, contribuer à en faire une scène profondément ancrée dans le présent, ouverte sur le monde et tournée vers l'avenir. Je ne sais pas combien de temps on me permettra de le faire. Et il me semble essentiel, d'autant plus dans une capitale d'importance, comme celle de Paris, d'affirmer des choses comme celle-ci. J'aime le déplacement personnel que cela occasionne. J'aime aussi les autres récits, les autres vérités que les spectacles venus d'ailleurs nous apportent. Nous confiner chacun dans nos pays, avec nos esthétiques et nos histoires, serait catastrophique. Il faut inventer des endroits où l'on se rencontre, permettre à de nouvelles histoires de s'écrire et à de nouvelles promesses de naître. Cela pose une question essentielle, qui est celle évidemment de la programmation, et c'est là-dessus que je vais finir. Car programmer, c'est bien plus que remplir une saison avec des spectacles qui nous touchent individuellement. C'est penser à un équilibre, une diversité, un dialogue entre les propositions artistiques. C'est faire des choix qui, même s'ils sont subjectifs, doivent s'ancrer dans une vision, dans une politique artistique claire et assurée. Programmer des spectacles venus d'ailleurs, c'est ouvrir nos horizons, mais c'est aussi comprendre les réalités dans lesquelles ces œuvres ont été créées. Et Dieu sait si elles sont différentes à l'échelle mondiale. C'est se confronter à d'autres pratiques, à d'autres récits et à d'autres réalités, à des esthétiques qui parfois nous déstabilisent, et tant mieux. Le rôle de programmateur ne se limite pas à sélectionner des œuvres. Il consiste à créer des ponts entre des artistes et des publics, entre des histoires et des territoires, entre des contextes parfois radicalement différents. Il faut aussi accompagner ces œuvres et leur offrir un cadre d'accueil, leur donner une chance d'être comprises dans toute leur complexité. Cela implique un vrai travail de médiation et une vraie prise de risque. Programmer, c'est aussi parfois aller à l'encontre de l'attendu, bousculer un peu les habitudes, prendre la responsabilité d'introduire de l'altérité dans un paysage artistique. Au Théâtre de la Bastille, cette mission de programmatrice prend une place centrale dans mon engagement. Elle m'amène à me questionner constamment comment construire une saison qui reflète ce dialogue interculturel, qui rendre visible pourquoi. Je suis convaincue que cette cohérence se trouve dans l'idée même de rencontre des artistes entre eux, rencontre des publics avec des récits qui leur sont étrangers,
rencontrent des œuvres avec un territoire qui parfois les recontextualise autrement. Ensemble, nous avons cette responsabilité de faire du théâtre non seulement un art de création, mais aussi un art de réflexion, un art de questionnement, et certainement dans les années qui arrivent, un art de résistance, qui se déploie sur le long terme pour les générations à venir. Alors merci à toutes et tous. Je nous souhaite une semaine lumineuse. Je vous souhaite de belles aventures à venir et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci Claire. Je parlais en français, c'est plus facile pour moi. Tu as failli nous faire tous pleurer. J'imagine que tout le monde dans cette salle a vu l'engagement et la passion dont elle parlait, que parlait Claire, évidemment, dans l'engagement qu'elle peut avoir au niveau des artistes. Alors, je sais pas s'il y a déjà des questions. Si vous voulez, je peux peut-être commencer à faire un petit échange avec Claire. Parce que la question toujours qui est compliquée dans ce genre d'intervention plus globale, c'est à quel moment ça devient concret, ça résonne avec effectivement le projet Orquídeas Nuevas, à la réalité aussi d'un pays qui est l'Argentine et des moyens de production et de fabrication de l'art différentes. Je crois néanmoins qu'il y a des choses quand même essentielles que nous poursuivons tous dans ce rapport au public, au territoire dont tu parles, Claire, et aux artistes en particulier. En tous les cas, dans cette prise de risque toujours que tu appelles et cette rencontre, en tous les cas, d'une construction de quelque chose de collectif. Moi, ce que j'ai envie de te poser la question peut-être par rapport au dossier d'Orquídeas Nuevas, je sais que tu nous as fait une réponse quand on t'a envoyé les dossiers qui était assez enthousiaste, en tous les cas, de ton envie de rencontre. Donc, peut-être te demander par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu retrouves toute ta passion, effectivement, cette façon d'aborder les projets et que tu retrouves un peu surtout tes billes, on va dire, ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que la démarche de cet artiste-là t'a parlé et comment et puis peut-être, bon, le rapport au territoire, on en parlera peut-être un petit peu après, mais viens nous dire un peu tes premières impressions et évidemment, le concret viendra dans le mentorat et l'accompagnement très, très précis des projets. Alors, oui, dans les projets, j'ai retrouvé de manière assez étonnante des lignes de force qui habitent en tout cas les projets que je peux voir naître aujourd'hui en France, notamment un retour du collectif. En France, il y a ce mouvement, je trouve, qui avait été abandonné pendant quelques années et là qui revient très fortement. Ce besoin d'être ensemble. Voilà, c'est cette chose où l'artiste indépendant, seul, metteur en scène, metteuse en scène, voilà, se dilue un peu. Il y a cette envie de refaire qui me semble importante et qui tourne autour aussi évidemment de problématiques sociétales, écologiques. Voilà, ça, on sent que la place du vivant, alors du vivant à la fois de comment est-ce qu'on prend soin du monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'on essaye de contrer la catastrophe qui arrive, comment est-ce que on vit ensemble, et surtout, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi, alors peut-être que c'est le hasard de la distribution des dossiers, mais je trouve qu'il y a un nouveau rapport quand même assez fort à la destination des œuvres, c'est-à-dire à qui les reçoit, dans quel contexte, comment, et comment on les produit aussi. Il y a toujours cette chose qui est quand même mise en question, je trouve, dans les projets que j'ai consultés, et qui quand même aussi là aussi, parce que c'est un mouvement qui est quand même assez global, on retrouve quand même pas mal en France cette chose-là, cette question de la production et de à quelle échelle on travaille. On a conscience que il y a beaucoup moins de moyens aujourd'hui, même en France, hein, et on commence à être en grande difficulté aussi. Donc de revenir à des échelles peut-être plus proches aussi de la création avec les gens, avec les territoires, avec les publics. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est en train de s'opérer de manière assez forte et qui est aussi beaucoup recherché par les programmateurs et les programmatrices français. Ça, ce que tu dis là est intéressant par rapport au projet Orquídeas Nuevas, parce que dans la sélection de projets, il y a évidemment la capitale Buenos Aires, le projet de Buenos Aires, une
grosse concentration de lieux, de production, etc. Mais tous les projets qui sortent de la capitale sont hyper intéressants. Et ça, c'est plutôt de la place d'ex-directeur d'une scène nationale en milieu totalement rural et de montagne, où cette notion de territoire et d'accompagnement d'artistes est vraiment très différent par rapport à une capitale, une grande ville où il y a des lieux, les gens se déplacent d'un théâtre à l'autre, vers les programmations, on va dire, qui leur correspondent mieux. La place des projets en dehors de la capitale, en dehors des villes, sur des territoires comme ça, est à mon avis assez fondamentale. On avait une discussion avec Claire hier sur l'exigence artistique. On a toujours dans notre bouche, depuis des générations, de travailler sur l'exigence artistique, j'arrive même plus à le dire. Moi, je pense que, clairement, après avoir fait ce travail en milieu rural de direction de lieux, que c'est aussi la chose qui nous a perdus. C'est-à-dire par rapport au public, aux habitants d'un territoire. Évidemment, on encourage l'excellence artistique. En tout cas, quand je dis l'excellence artistique, c'est peut-être continuer à soutenir des artistes qui ont des choses à dire, tout simplement, par rapport au monde, par rapport où ils sont. Mais par contre, la manière de travailler avec eux sur un territoire, avec les habitants, de construire quelque chose à côté du lieu, avec le lieu, est, à mon avis, assez fondamental dans des lieux qui sont en dehors des grandes villes. Et je pense qu'il y a pas mal de projets ici de l'Ouest qui se passent dans des territoires éloignés de la capitale et qui ont ces enjeux-là de s'installer, qui sont déjà d'ailleurs pour la plupart des associations, des compagnies qui travaillent déjà localement, mais qui sont à mon avis, enfin en tout cas, je sais pas, une partie de l'avenir de la création. Et chez nous, ça va s'intensifier à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ce qui est sûr, c'est que dans l'exigence artistique, pendant longtemps, et moi, ça, je l'ai beaucoup vu avec l'émergence, il y avait la notion de technicité. C'est-à-dire la question formelle, mais techniquement formelle. Qu'est-ce que pendant un petit moment, dans certaines écoles qui en avaient la possibilité, tous les artistes en sortaient en faisant des œuvres extrêmement techniques et formelles. Ce qui était presque un problème parce que ils avaient l'industrie pour les réaliser dans les écoles, mais une fois sortis, c'est des choses qu'ils pouvaient pas reproduire sans moyens. Et donc, cette question de la formation aussi, elle s'est quand même pas mal remise en question, en tout cas en France, sur très bien. En fait, il y a un cycle de formation. Et évidemment, ce cycle de formation, il est ouvert et on donne les moyens techniques de réaliser des œuvres parfois très complexes en termes techniques, avec beaucoup de décors, avec beaucoup de possibilités. Mais ensuite, quand on sort, il y a cette espèce de trou d'air qui est le trou d'air de l'insertion, c'est-à-dire le moment où on sort de l'école et on devient une compagnie un peu reconnue ou en tout cas avec des moyens. Et pendant ce moment-là, on est assez démunis parce qu'on n'a plus du tout les moyens qu'on avait à l'intérieur des écoles et on n'a pas encore les moyens d'institution pour faire des œuvres. Donc cet endroit-là, c'est ou des endroits de réinvention terrible et qui peuvent être formidables, ou en tout cas des passages qui nécessitent de se reconnecter à quelque chose parfois de plus simple, mais de plus fondamental aussi, qui est le rapport au public, le rapport plus direct et plus frontal à un territoire, à comment est-ce qu'on prend des petits détours pour finalement réaliser les choses qu'on veut réaliser, mais on les réalise autrement, on apprend à le faire autrement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez marquant, en tout cas dans les débuts et dans les commencements des artistes. Après, sur la question de l'exigence artistique, c'est vraiment aussi une responsabilité professionnelle qu'on a tous. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on regarde les œuvres et où est-ce que nous on la situe cette exigence artistique. C'est-à-dire, il y a le fond, il y a la forme. L'un ne peut pas coexister sans l'autre. En tout cas, moi, je sais que je suis sur j'aime les spectacles formels, en tout cas qui innovent aussi à cet endroit-là, donc qui proposent des choses que je ne vois pas ailleurs. Mais le fond et le discours qu'on a aussi et l'engagement qu'on a dans ces créations en tant qu'artiste, c'est fondamental. Et à Bastille, ce qui est très intéressant, c'est que on est dans une petite rue, du 11e, on est encastré dans des immeubles. Et donc, en fait, la porte par laquelle on rentre, c'est la porte par laquelle tout le monde rentre. Les artistes, le décor, le public, l'équipe. Voilà. Il n'y a pas d'autres sorties. Il n'y a pas une autre entrée pour les décors. Il y a rien d'autre, en fait. Donc,
ça amène une espèce de simplicité technique sur les plateaux, même quand on accueille des spectacles qui sont parfois un peu plus complexes. Ils sont obligés de retravailler s'ils veulent venir chez nous, parce qu'en fait, ça rentre pas. Donc, ils sont obligés de refaire une adaptation. Et cette adaptation, et c'est là où on voit que finalement l'exigence, elle repose sur le vrai fond du spectacle et de la création. Parce qu'en fait, même quand on enlève des décors, même quand on enlève des lumières ou en fait, si le spectacle il est solide et si ce qu'on a à dire est juste, important et au présent, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est aussi comment est-ce on regarde, et pendant très longtemps, l'exigence aussi artistique qu'on a posée en tant que professionnel a été aussi beaucoup conditionnée par une génération qui a amené beaucoup de moyens sur les plateaux, qui a posé aussi la question de nos équipements. Parce que quand on a du cas dans une salle, bah forcément, il faut les habiter. Donc, on oblige parfois aussi les artistes à créer de manière amplifiée, pouvoir être sur des plateaux gigantesques et voilà, et pas être perdu dans l'espace. Et ça, forcément, ça détermine ensuite des formes et ça détermine des façons de faire qui sont parfois un peu différentes. Ouais, je pense qu'ici en Argentine, il y a l'adaptation est une chose bien connue des compagnies et des artistes qui s'adaptent à des choses, d'espaces, de lieux, de moyens de financement, des difficultés de déplacement, etc. Et ça va très très bien faire. Moi, j'avais envie de poser une question, Claire, peut-être. S'il y a peut-être des questions dans la salle, n'hésitez pas, hein, surtout. Quand je suis arrivé comme attaché culturel ici, j'étais en Argentine il y a très longtemps. Et, la question que je me suis posée en me disant, en fait, c'est quoi ma mission ici, d'attaché culturel? Donc, de faire de la coopération artistique entre la France et l'Argentine. Ça, c'est la base. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait réussir mon travail ici pendant 4 ans? Donc, évidemment, c'est de faire venir et de faire rencontrer des artistes français avec des publics argentins. Ça, c'est un peu la base. Mais aussi, il y a une deuxième phase qui me paraît super importante. Et Orillas Nuevas, c'est vraiment une sublime base pour ça. C'est comment j'arriverai à faire que des compagnies ou des artistes argentins voyagent en France, en Europe, etc. Parce que c'est un deuxième volet super important. Et on atteint cet équilibre-là. Et j'avais envie de demander à Claire, on avait cette discussion un petit peu. La question que je me pose toujours, parce que Claire, comme moi, on a fait partie, toi tu fais encore partie, moi plus, d'un réseau de salles françaises, de lieux dans les villes, en province, moi particulièrement vraiment en province. On travaille de manière différente, mais on a quand même les mêmes missions, les mêmes rôles de soutien à la création. Et j'essaie de me poser la question, mais qu'est-ce qu'un programmateur français? On a parlé de la France, et c'est cette question que je te faisais hier. Est-ce qu'il y aurait des critères particuliers de programmateurs français, des programmateurs français qui verraient une création argentine ou autre? À quel endroit ça se joue en fait avec notre regard d'occidentaux là, de l'autre côté, selon les moyens, voilà, à quel endroit nous ça se joue, à quel endroit on serait surpris par la création argentine? Quels ingrédients aujourd'hui en France? On se posait la question hier. Il faudrait qu'un projet soit constitué de quels éléments, quels ingrédients. On avait commencé à répondre à cette question, c'est assez vaste. Mais je trouve que la rencontre avec l'Argentine, elle est là aussi, avec ces les passerelles dont on parle, le pont entre les projets d'Orillas Nuevas et la France, ça va partir de là. Parce que je sais pas si je dois en parler tout de suite, mais dans le mois de mai l'année prochaine, il va y avoir a priori une délégation importante de professionnels français qui peuvent être très nombreux, donc mais vraiment de tout le territoire français, de grandes ou petites salles, de petits lieux comme des grands lieux, des gens qui ont plus ou moins d'argent. Il va falloir qu'il y ait une vraie rencontre avec la création argentine d'une manière ou d'une autre. Et ça, peut-être qu'on va la travailler ensemble. Mais bon, cette question préalable quand même est-ce qu'il y a un regard particulier chez nous? C'est vrai que certaines créations ici de qualité ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, attirent ou non. Et comment est-ce que tu as une base là-dessus? Je vais se demander s'il y avait une théorie ou des choses concrètes au contraire. Je ne sais pas s'il faut une théorie de ce genre de choses. Je crois que c'est surtout des endroits de rencontre et d'évidence intime. Quand on regarde un spectacle, on se dit tiens, ça, il faut absolument que ce soit à cet endroit-là et que ça voyage. Il faut que ça passe ailleurs. Mais je pense qu'il y a après ça dépend aussi beaucoup des gens qui dirigent et des possibilités qui sont les leurs.
Voilà. Moi, je sais que ce qui m'intéresserait, déjà, ce qui est le plus simple, c'est quand même des choses formellement pas trop lourdes techniquement, parce que ça, je crois qu'il faut quand même avoir conscience qu'on est aujourd'hui dans un mouvement qui va pas vers des moyens très amplifiés. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir être mobile. Et ça, je crois que c'est assez important voilà, de se dire que il vaut mieux que le fond soit voyage et que parfois ce qui fait la forme technique, voilà, puisse être adapté ou en tout cas revu sur place. En tout cas, une mobilité à cet endroit-là. Je pense que c'est important de penser ces créations en se disant que on peut l'adapter ou on peut prévoir un temps d'adaptation aussi, ce qui permet d'étendre le temps de diffusion à d'autres moments, c'est-à-dire de se dire tiens, bah vous venez une semaine et vous retravaillez sur place et vous rencontrez le public et il y a d'autres choses qui se créent au-delà de la simple diffusion pure. Ça, je pense que c'est important de le penser, de le réfléchir maintenant beaucoup. Déjà parce que sinon c'est un peu absurde de venir pour juste présenter un spectacle quand on est à des distances pareilles les uns des autres. Que ce qui est intéressant pour nous et pour vous, c'est justement de vraiment basculer dans une autre culture, de rencontrer des gens différents, d'autres publics, d'autres attentes, de pouvoir discuter avec des équipes d'un théâtre, voilà, de comment est-ce qu'on construit les choses. Voilà, donc ce temps-là, moi, il me semble important et il est à soutenir. Alors après, je suis un peu une obsessionnelle du temps. Moi, je trouve on laisse pas assez le temps. Dans nos métiers, on n'a plus le temps, en tout cas. Et là, pour se rencontrer vraiment, il faut du temps. Et ça, je pense que c'est essentiel. Donc ça, déjà, peut-être prévoir ça en tout cas dans la communication internationale que vous aurez avec les différents partenaires. C'est vrai que pour valoriser aussi le fait de vous recevoir, voilà, c'est aussi un engagement forcément à l'heure où tous nos moyens se resserrent. Pour ne pas rester cloîtrés entre nous, il y a aussi cette idée de vraiment se rencontrer. Et c'est vrai que c'est un peu absurde de diffuser un spectacle de manière de monter, de repartir, et d'essayer d'étendre ce temps de rencontre et peut-être du coup de réfléchir à comment est-ce qu'on rencontre un public ou comment est-ce qu'on pense des actions culturelles aussi plus étendues en lien avec des territoires qui peuvent être très différents mais qui à un moment sont essentiels aussi dans la rencontre que vous pouvez faire avec un autre pays. Je sais pas si j'ai répondu, mais Oui. Tu parlais de temps, je sais pas si on a combien de temps, je sais où on en est, est-ce qu'il y a... Yes, tu as une question, Ragnar? J'ai une question. Merci beaucoup, Claire. Ta présentation. Je pense qu'il y a un concept, pas si on dit concept, quelque chose que tu as nommé et qui est intéressant aussi pour les projets et aussi c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises quand on a lu les projets au moment de la sélection et qu'on se pose aussi aujourd'hui quand on accompagne les projets, c'est la question de la construction, ce que tu as dit, construction d'un parcours professionnel. Je pense qu'il peut aller au-delà des projets qui concernent les arts de la scène et qui concernent les disciplines. Ça revient à ton obsession du temps, hein, j'imagine. À quel moment, parce que quand on s'est dit bon, ici on est là dans Olyssa, il y a des projets qui sont il y a une diversité de parcours déjà initial, c'est-à-dire des équipes qui sont des équipes plus jeunes, des équipes qui sont très confirmées. Il y a des équipes lauréates qui sont déjà des équipes très reconnues dans leur discipline. Donc, on s'est tous aussi posé un peu la question, pourquoi on est de cette équipe-là, alors que ils sont déjà reconnus, ils sont déjà partis en France ou à l'étranger, tout ça. Et il y a aussi la question des équipes qui sont, qui avec Orisha ont inventé un nouveau projet. En fait, c'était pas un projet qui existait déjà, mais bien sûr l'équipe existait déjà en tant que telle, ou alors ils ont construit une nouvelle équipe pour faire ce projet-là. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de formats. Ouais, c'est vrai que il y a un moment où
Richesse, il intervient soit pour initier un projet, vraiment une création, un moment créa, soit à un moment plus élaboré, quoi, dans cette création. Parfois, c'est pas que des créations, mais projets, ça peut être autre chose que des créations. Et donc, non, mais la question de la construction d'un parcours, je pense qu'elle est intéressante parce que parfois, elle vient un peu, ça paraît très contradictoire parfois aussi avec on connaît l'Argentine et les conditions de production, et parfois, ce sont des opportunités. Richesse Nuevas, on sait aussi que c'est des opportunités, et c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait ou non, ça fait partie de l'opportunité. Donc du coup, je pense que c'est intéressant pour toi, pour vous, d'imaginer aussi qu'est-ce que ça veut dire ce projet-là dans la construction de mon parcours ou dans la construction de ce projet à partir du monde, mais aussi le projet en tant que tel. Voilà, je sais pas, je vous mets un peu. Oui, bah ça c'est quelque chose d'assez commun. Enfin, je pense que en France, il y a souvent des appels à projets pour permettre à des artistes de développer des choses ou de centraliser des projets ou d'inventer. C'est un peu comme les festivals aussi. Voilà, c'est des moments qui permettent, qui sont un peu déconnectés, on va dire, du cycle habituel et qui permettent des moments de valorisation de votre travail et dans lesquels évidemment on se le dise toujours. Parce que c'est important d'essayer, même si on n'est pas retenu. Voilà, mais en tout cas, ça permet cette espèce de focus. Ça permet de penser des projets. Parfois même, moi, j'ai pu accompagner des artistes, par exemple, qui ont inventé complètement un projet pour des dispositifs. C'est-à-dire que c'est des projets qui n'existaient pas avant que le dispositif sorte. Voilà. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, non, t'as vu, ce truc est sorti, je crois que je vais inventer quelque chose, j'ai l'impression que je peux y répondre. Bon, donc moi je crois que c'est de l'opportunité en fait, c'est ce qu'on fait de l'opportunité. C'est-à-dire que ça évidemment, j'imagine que ça vous est peut-être arrivé. Voilà, peut-être qu'il y a des projets qui rentraient naturellement dans le dispositif, d'autres sur lesquels vous avez peut-être dû inventer. Et en fait, c'est le court terme qui est terrible. C'est-à-dire que cette invention-là ou ce moment-là, il faut le capitaliser, il faut que vous en fassiez quelque chose et il faut que ça donne du sens et une impulsion à votre parcours général. Parce que c'est comme ça que ce sera bénéfique. C'est si vous arrivez à le rentrer dans la logique absolue de votre travail et que vous arrivez à en faire une force pour la suite. Et il faut toujours penser à la suite. Moi, c'est ce que j'appelle avec mes équipes le petit coup d'avance. C'est quelque chose qui fait qu'en fait, il faut, c'est un peu contre-intuitif par rapport à la création, mais souvent quand j'ai accompagné des artistes, notamment jeunes, on a élaboré, alors c'était un peu une plaisanterie entre nous, je leur parlais de plan quinquennaux. Donc je leur disais très bien, aujourd'hui on est là, dans 3 ans tu veux être où? Et dans 5 ans tu veux être où? C'est quoi ta trajectoire idéale? Pas que en termes de carrière, hein, on s'en fout, mais en termes de forme aussi. C'est-à-dire où est-ce que je veux être en termes formels, en termes d'esthétique, qu'est-ce que je veux développer, est-ce que finalement aujourd'hui je manque des textes, mais finalement est-ce que ce que j'ai vraiment envie c'est de créer moi et d'écrire moi. La question des auteurs et des autrices, souvent quand on remet le temps sur la table, c'est comme ça que la légitimité elle naît. Parfois on prend des textes parce qu'on n'ose pas les écrire soi-même. Et c'est comme ça aussi que les écritures elles sont nouvelles. C'est quand il y a quelqu'un qui vous dit mais attends, stop, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as toi envie de quelque chose? Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as envie de... Et en fait le simple fait d'avoir quelqu'un qui vous pose la question, ça vous fait vous dire tiens, peut-être qu'en fait effectivement j'ai cette envie que j'ai pas osé et je vais y aller. Et c'est ça que ça permet, c'est tous ces rebonds que ça permet. Et les opportunités des dispositifs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que forcément, comme c'est une espèce les commandes artistiques, par exemple, il peut y avoir des opportunités de commandes. Moi, j'ai toujours dit aux artistes que j'ai accompagnés, réfléchis bien aux commandes et
ne dis pas non tout de suite. Parce que de la contrainte peut jaillir quelque chose qui, si tu en fais, si tu le reconnectes vraiment à ce que toi tu veux vraiment faire, peut naître quelque chose d'absolument génial. Et dans mon parcours, j'ai accompagné des spectacles qui étaient des commandes, où franchement les artistes ils sont allés mais en reculant et qui sont finalement, qui ont été des pierres angulaires de leur parcours, c'est-à-dire des choses où il y a eu un avant et un après. Donc ça, c'est très important de sortir de l'urgence en fait, de sortir de ce truc de il faut exister, et c'est ça le problème. Je sais, on a une injonction à l'existence quand on est artiste, et la chose certainement la plus terrifiante, c'est l'oubli. C'est-à-dire de se dire que si on n'existe pas assez, on va être oublié. Donc, il y a une injonction à créer tout le temps et à être présent tout le temps. Mais parfois, les temps de latence, les temps d'oubli, sont pas mal aussi, parce qu'en fait, c'est des temps de réflexion. C'est des temps où on peut réfléchir autrement et où on peut revenir parfois plus fort aussi et plus centré sur ce que l'on veut vraiment réaliser. C'est clair. Il y a une question. El proyecto Navío Lucerna en Patagonia. Voy a comenzar en español para agradecer a Philippe Claire. Je vais continuer en français, ça c'est un algo de réflexion. Et también nos met dans la locution claire sur le moment qui vit le monde actuellement. Et ce monde où la centralité s'impose comme un modèle unique, comme un modèle qui fixe les logiques, notamment c'est du temps. Et qu'est-ce qu'on peut proposer des territoires périphériques, des peuples qu'on peut marginaliser en termes de déclaration pour donner des nouveaux sens à ce monde que nous sommes tous. Sacrée question. Oui, effectivement. Une petite parenthèse sur la petite pointe d'émotion que j'ai eue pendant ma petite allocution. Voilà, moi c'est vrai que je suis très préoccupée, pour tout vous dire, en tant que citoyenne du monde et professionnelle aujourd'hui de la culture, par ce qu'on traverse à l'échelle globale et mondiale. Je suis très préoccupée parce qu'évidemment ça nous concerne tous et toutes, à la fois dans nos métiers, mais aussi dans ce que va être plus tard nos vies. Voilà, parce que je crois qu'une vie sans culture, c'est quand même autre chose. Hein. Et que les pays qui l'ont expérimenté pourront en témoigner mieux que nous, et les époques qui l'ont connu aussi. Et je suis terrifiée de voir à quel point notre mémoire est courte. Voilà, donc je fermerai là-dessus, mais je pense que c'est important aussi qu'on est aussi ici pour en tout cas le dire, pour le verbaliser. Et ensuite sur la question que vous posez, qui est compliquée. Je pense qu'il faut. Je sais pas si les artistes ont la réponse pour le coup à cette question, parce que la machine dans laquelle on est pris tous, et là encore c'est une échelle mondiale, elle est très forte. Elle est plus forte que nous sur la question du temps. Parce qu'elle elle est partout, elle est dans tous les secteurs, elle est dans tous les endroits de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie citoyenne. Donc c'est compliqué de se battre contre ça parce que c'est plus grand que nous. Après, moi je pense qu'il faudrait refaire corps avec. Alors c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps en France, juste avant de partir. Avec notamment un artiste argentin que j'accueille à Bastille, qui est Marcia Bifrangobo. Et on discutait de ça parce qu'en France, on a été, on subit des coupes budgétaires très fortes, notamment sur l'ensemble de nos territoires. Et la question justement de comment on résiste à ça, de comment est-ce qu'on se pose. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on appelle le public aussi. C'est-à-dire que on oublie à quel point, en fait, on réfléchit beaucoup entre nous, entre artistes, entre professionnels,
mais on oublie beaucoup la force incroyable aussi que peuvent avoir les gens qui sont dans nos salles, qui sont les premiers bénéficiaires de tout ça. Les gens qui sont sur nos territoires, qui bénéficient aussi dans les théâtres, qui travaillent en médiation avec des territoires en hors-les-murs de tout ce qu'on a produit ces dernières années. Et ça, je trouve qu'on les a pas sollicités assez pour l'instant, pour le moment. Et la réponse, elle est peut-être là. Elle est vraiment dans le refaire, dans reconvoquer ça. Oui, complètement. Juste, moi, je compléterai un petit peu ce que tu dis, Claire. Tu parlais de centralité, etc., c'est territoire éloigné, etc. En fait, et je suis bien passé pour en parler, parce que vous imaginez Gap, le théâtre, département des Hautes-Alpes, entre Grenoble et Aix, c'est bien dans la montagne, c'est la plus grande ville est à plus de 100 kilomètres, c'est un département où la plus grosse ville, en gros, c'est Gap, c'est 42 000 habitants, une autre, il y en a 8 000, enfin, c'est des territoires vraiment ruraux, qui fonctionnent en plus par vallée, c'est-à-dire qu'il y a la vallée de Gap, il y a la vallée du Champsaur, avec l'Ubaye sur des vallées, et les gens entre les vallées se déplacent difficilement. C'est une vie valléenne, on va dire. Par contre, ce qui se passe, et c'est assez magique, parce que les artistes qu'on peut recevoir, il y a deux choses, en fait. Des artistes qui découvrent et qui rencontrent ces territoires, ils rencontrent déjà d'autres publics que dans les grandes villes. Et généralement, ils rencontrent des publics qui, je tire un peu le trait, j'exagère un peu le trait, c'est des publics qui sont assez neufs, qui ont encore très fin de culture, de spectacle vivant, qui n'ont pas tout vu, qui se surprennent avec de nouvelles esthétiques, qui sont pas forcément des nouvelles esthétiques ailleurs, mais des choses qu'ils n'ont rien vu. Il se passe réellement quelque chose de magique. Et ça, l'artiste, il le sent très, très bien. Et il y a un truc qui, pour de sortir de cette centralité, vous confiez à un artiste une présence sur un territoire comme ça, il se passe des choses automatiquement avec les gens, avec le public. Il y a un vrai lien qui se crée avec un territoire. Et pour l'avoir expérimenté, plus encore si vous mettez l'artiste, si l'artiste tout d'un coup est dans un endroit un peu d'inconfort, il n'est pas dans ce qu'il fait d'habitude, mais à qui on demande d'inventer quelque chose par rapport à un territoire, à des publics. Et vraiment, il y a des choses de cette... en fait, je crois que cet endroit de création est super important. Et c'est de la présence de territoire. Il faut... Tu parlais de temps, Claire, et j'ai envie de parler aussi de présence un peu plus longue sur les territoires. Il faut du temps de rencontre et de la présence. Et de la présence, on rencontre, on prend son temps. Et des fois, ce sont des choses très humaines d'abord, des rencontres. Et ensuite, l'art arrive dans un deuxième temps, et c'est assez passionnant. Et je pense que l'avenir, moi, ça va être ça. Parce que ce que disait Claire sur les moyens qui vont finalement finir par vraiment diminuer drastiquement, compliqué parce que les artistes qui ont eu l'habitude d'avoir de l'argent pour travailler, de produire, pour tourner avec des réseaux très organisés, tout ça, quand ça se casse la gueule, à un moment donné, il va falloir faire autrement et ça va fragiliser un certain nombre de compagnies. Mais par contre, il y a déjà des choses qui se mettent en place avec les collectifs, ce qu'on appelle les collectivités territoriales, les petites villes, les départements, des endroits qui tiennent à cette présence artistique, et il va y avoir des nouveaux enjeux dans les territoires, c'est clair. Donc, moi, je perds pas trop espoir, même si les moyens diminuent, il va s'inventer des choses entre des artistes, des publics encore et toujours. Empezando. Bueno, hablo español, después lo traduzco. No. Pensaba mucho en esto que decías de cómo estar juntos, cómo vivir juntos, estar juntos, y me preguntaba después de esta semana cuál iba a ser. Realmente me emocionó y me sentí muy identificada con todas las palabras que contás y tu manera de ver el campo artístico, y a la vez mirándolo desde el campo artístico argentino siento que nunca llegamos a ser profesionales a la altura de lo que es un profesional francés acá, los artistas, porque sin extenderme mucho porque todo el mundo va a compartir acá lo que digo, hay algo de la profesionalidad de acá del artista argentino que nunca llega a ser, a estar a la altura de la misma profesionalidad que en Francia. Entonces, me preguntaba mucho cómo poder estar a nivel financiero para los artistas escénicos, y hay un campo que a nivel financiero nunca quiero hacerlo. Sí, eso es lo que estoy diciendo, a nivel financiero, la profesionalidad para
para recibir el dinero y el estatus de compañía y el estatus de que no existe los estatus de compañía acá en Argentina como existen. No tenemos las mismas leyes, no a nivel artístico, a nivel profesional de ser pagados. Financiero, sí, profesional de ser pagados, digo, todos los profesionales acá en un campo siempre tenemos trabajos al lado, sí, de coté, para poder sostener lo que hacemos artísticamente. Digo, tal vez no es en todas las, como somos muchísimas disciplinas, tal vez hay mucha diferencia entre las disciplinas, pero hay disciplinas, sobre todo de artes del espectáculo, que puedo decirlo concretamente, que no tenemos el mismo estatus de compañía, el mismo estatus de profesional, no tenemos un subsidio a 3 años para crear, no tenemos una visión a futuro. Pardon, je me prolongeais beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les disciplines ici, parce que vraiment, non, il y a des gens qui viennent du monde audiovisuel, des gens qui viennent de l'art vivant. Donc, il y a des différences, que c'est bien de discuter ça aussi, de pouvoir voir les différences. Mais la chose que je disais, c'est que vraiment, un artiste, surtout dans les chambres artistiques, sur les chambres des arts de la scène, ici, jamais a les mêmes statuts qu'en France. Parce que ici, les compagnies, on n'arrive pas à avoir une projection de 3 ans de travail. On n'arrive pas à vraiment Donc, c'est vraiment intéressant les dialogues qu'on peut construire entre les regards d'une professionnelle de la culture de France et les regards aussi des compagnies très, très professionnelles en termes artistiques, mais qui essayent, qui sont dans cet état et tu sais, tout le temps de la pulsion de création, mais pas vraiment rémunérés comme des artistes pro. C'est ça le point que je voulais dire. Je veux savoir comment ça. Oui, bah, c'est vrai que c'était très clair. Je te laisse la parole, Claire. Après, je pose juste, oui, c'est évident, ça ne parle pas du tout de niveau artistique, mais c'est vrai que enfin, on va le dire, on a la chance quand même en France, c'est peut-être unique en Europe et peut-être unique au monde, ces statuts intermittents, cette continuité que les artistes peuvent avoir, peuvent effectivement avoir cet échange de 3 ans, une subvention, bon bref, c'est confortable, clairement, même si on commence à verrouiller et ça commence à se serrer un petit peu. Et clairement, c'est vraiment au niveau du statut. Ouais, on discute pas l'artistique là du tout, évidemment. Tu veux rajouter quelque chose, par exemple? Oui, non, mais j'ai bien conscience de la grande différence, évidemment, mais ce qui est aussi passionnant, hein, parce que de toute façon, enfin, ça existe quand même. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je trouve assez, quel que soit l'état des pays du monde, les artistes, on ne les arrête jamais, je crois. Voilà, la création, on ne l'arrête pas. Même quand on coupe les moyens, même quand on essaye de la faire taire. Voilà, on le voit, il y a des artistes qui continuent toujours aujourd'hui dans les pays qui sont dans des situations terrifiantes, dans des guerres absolues. Les artistes continuent. Et ça, je crois que c'est aussi je crois que c'est un vecteur qui est très puissant. Donc, et ça amène aussi, on partage pas assez nos réalités différentes à cet endroit-là. On parle beaucoup de temps de création, on parle assez peu de questions de production, justement, de comment les œuvres sont produites. Parce que ça aussi, c'est important et ça conditionne le rapport, évidemment, ensuite au public et justement à la diffusion internationale. Et ça, ouvrir davantage ces espaces-là de réflexion à l'échelle internationale, ce serait passionnant. Parce que c'est aussi ça qui fait la création. C'est les conditions de production et ça, le public aussi, c'est important de le mettre dans la boucle de ça et prendre conscience de comment ça fonctionne ailleurs aussi et pourquoi. Hola, soy Gabriela. Aussi, je vais faire la question en français.
Pour moi, c'est très intéressant la question du public ou l'audience. Je me demande à ce moment-là, avec la montée de la haine partout, et la stigmatisation du secteur, sur le secteur culturel, ici, par exemple, l'Institut national de cinématographie, des stigmatisations sur les films qu'on fait avec un public qui s'est réduit, qui c'est pas un grand public, mais aussi avec les théâtres, mais aussi avec chaque acteur de la culture, pas seulement en Argentine, partout. Donc, j'approchais Sénéca, donc je m'imagine qui sera le public, et j'imagine que ça va être un public proche, large, mais proche, et par rapport à ce qui était du territoire, et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais aussi comment agrandir notre audience, notre public, comment parler aux autres avec comme une base énorme de la haine. Non? C'est comme une bataille aussi. La bataille culturelle ici, qu'on la sent tellement fort. Et sûrement, c'est pas tout si, mais comment on résiste. Mais c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de force pour parler aux autres, pour pas être, parce qu'il y a quelque chose qui est disparu, ok, il essaye de faire disparaître, que c'est l'argumentation, c'est discuter, parler, créer ensemble. C'est comme, c'est très vite, une cancellation, c'est très vite la haine. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Oups, c'est... Alors, oui, c'est ce que je disais sur la machine qui est plus violente et plus forte que nous, hein, là-dessus. C'est quand même, on va avoir de sacrés défis à relever dans les années qui arrivent, là, hein, et enfin même dans les mois qui arrivent. Euh, dans un territoire en France, là, dans une région, Rhône-Alpes, ils ont coupé beaucoup la région. Le président de la région a coupé beaucoup les moyens. Parce que justement sur cet argument que on n'était pas assez en lien avec notamment les territoires, qu'on faisait pas assez de choses, qu'on était un peu hors sol élitiste. Voilà, ça c'est le grand main qui revient beaucoup, hein, dans la bouche de ceux qui veulent évidemment voilà nous abîmer clairement, oui. Et donc, du coup, ces moyens qui ont été retirés, ils ont été plus ou moins mis à profit d'un espèce de spectacle, comment ça s'appelle, le Puy du Fou, au Puy du Fou, autour de l'histoire de la France. Et donc, il y a aussi ce discours nationaliste qui revient enfin, c'est de ça aussi dont il faut se méfier, se défier, et c'est l'endroit je pense, de la grande résistance qu'il va falloir avoir. C'est comment est-ce que le récit national va devenir un récit culturel, ou en tout cas le nouveau récit culturel. Et la question du récit, je crois que c'est notre question. Il y a une force que l'on a, c'est celle du récit. Parce que les artistes, c'est ça, c'est précisément ça leur essence. C'est le récit, c'est l'histoire. Donc, et les histoires. Donc ça, il faut réussir à se le réapproprier. Et c'est compliqué parce que effectivement, il y a tout un mouvement qui va arriver. Et ça, je pense qu'on est tous concernés. Alors ici, nous là-bas, bon, à mon avis, il y a d'autres pays récemment qui vont faire l'expérience très rapidement. Voilà, donc c'est des choses contre lesquelles il va falloir s'armer, mais je pense avec beaucoup de détours. C'est-à-dire que là où ils ont été, là où ils sont forts, enfin, je crois qu'on a beaucoup à apprendre des méthodes qu'ils utilisent. Ouais. C'est sournois, c'est assez dans la manipulation, et je crois que parfois il faut pouvoir observer son ennemi, prendre ses méthodes et les renverser. Voilà. Alors c'est peut-être un peu difficile, mais il y a à mon avis des choses à faire là-dedans. Voilà.
Je vais juste rajouter une petite chose, la résistance qui arrive, la haine dont tu parles, etc., qu'on sent monter très clairement, hein, même en Europe, en France, oui. Faut pas croire non plus que la bataille, en fait, elle est tous les jours, tout le temps, tous les ans, et depuis un certain nombre d'années en France, pour maintenir des budgets culturels, pour continuer à travailler. Moi, je me rappelle d'un débat qui était hyper intéressant en France, qui disait, il y a eu une partie de la création en France qui était et beaucoup d'argent, ou de l'argent en tous les cas, et pas de directive politique plus que ça. On disait, ce qui est important, c'est la création, pas le public. C'est qu'on aide les artistes à créer dans les lieux, dans les endroits, etc. Et ça pouvait donner des choses assez compliquées dans des territoires ruraux, justement des esthétiques très contemporaines, avec aucune préparation sur les publics, qui ont, qui ont, qui ont fait qu'il y a eu à un moment donné des coupures avec le public, hein, et que toutes les scènes nationales, tous les lieux en dehors des grandes villes ont rattrapé. Les scènes nationales aujourd'hui, par exemple, sont les maisons de la culture d'hier, donc ces endroits où il peut y avoir connexion avec des publics, un travail de relations publiques, de médiation, etc. Et après, je me rappelle que le débat, il avait basculé vers autre chose, c'est-à-dire qu'on disait la création seule, c'est ce qui compte, et ça s'est inversé il y a quelques années, on va dire à 10, 15 ans, peut-être un peu plus, où en fait, c'était le public qui importait. Et ce discours-là, c'est là qu'il est dangereux, parce qu'en fait, c'est plus la liberté de création, c'est même la liberté de création qui commence à devenir compliquée. Quand vous avez un maire dans une petite ville qui, il entend dans ses oreilles, à la sortie de la messe, qu'il n'y a plus rien dans le théâtre, il n'y a plus de classique, il n'y a plus de chant, etc., qu'on ne comprend pas ce qui se passe, n'empêche que ça partit de ça, et que de plus en plus les directeurs, et quand ça se contracte au niveau financier, etc., les maires ou les gens, les présidents de région ou de département en France, hein, commencent à dire, ah ouais, mais il faut faire des choses pour le public, parce que, etc. Et c'est là qu'on perd en force de création, en inventivité, en choses innovantes, et donc ce discours-là vient de plus en plus, en fait. En fait, on continue de plus en plus en disant, j'entends dernièrement des endroits où on commence à dire que c'est des lieux politisés, les théâtres. C'est-à-dire, évidemment, politisés contre qui, sur les gens en place, au pouvoir, tout d'un coup, on parle plus de liberté de création, là. Non, c'est plutôt, surtout à gauche, oula, mais on parle de genre, oula, mais, et toute cette interrogation sur ce récit national dont tu parles est super inquiétant, en fait. Et c'est partout, et, enfin, voilà, mais c'est un discours qui deviennent, qui sont assez sournois et qui datent pas d'aujourd'hui, hein. De tout temps, ils s'accélèrent et augmentent un peu, dernièrement, on va dire. Hola, ¿tienes auriculares? Voy a hablar en español. Te va a traducir. Pensaba en lo que decía recién acerca de el rol del público y la importancia del público y utilizar las herramientas de ellos y dar la vuelta. Yo creo que aquí todas las disciplinas que estamos, yo vengo del mundo audiovisual inmersivo, pero también para el teatro, tenemos que aprender a utilizar las herramientas que utilizan ellos, entre comillas, ¿sí? Pero sobre todo para poder hacer algo práctico, industrial, y es conseguir nuestros propios fondos. De lo que estamos hablando es de tener dinero para hacer nuestras producciones y no depender del Estado cuando el Estado se retira. Probablemente durante un tiempo en este país el Estado participe menos aún de lo que participaba. Entonces, si aprendemos nosotros a utilizar las herramientas que tenemos, podemos conectar con nuestro público y financiar nuestras obras conectando con nuestro público. Pero nos cuesta mucho. O nos da pereza, o nos consideramos artistas y no sabemos cómo hacerlo. Hay ejemplos extraordinarios de artistas y de colectivos que logran conectar con su público, de autofinanciar sus trabajos sin depender del Estado, conectando con la audiencia. Algo que deberíamos discutir aquí todas las disciplinas es cómo conectar con nuestras audiencias y autofinanciar nuestros proyectos con el público que quiere consumir lo que nosotros vamos a crear. Claro que es más fácil para Fito Páez invitar a que alguien le dé 100 pesos para su próximo disco que para un artista nuevo. Pero para todos los artistas y para todos los creadores que sabemos que hay alguien, una audiencia del otro lado, si aprendemos a dominar las herramientas como las usan ellos para destruir lo que nosotros queremos que se mantenga,
podemos autofinanciar nuestros proyectos. Quiero decir, hay un sistema de monetización nuevo a partir de los humanos conectados a través de los celulares. No sé si se pueden traducir todo esto. Que creo que todos los que estamos acá trabajando en industrias culturales tenemos que aprender a hacer. Y por supuesto, no le quito el rol al Estado. Lo que digo es que debemos conectar con las audiencias y tenemos las herramientas, pero es parte del nuevo sistema económico de la industria creativa que debemos aprender y poner atención en el teatro, en el audiovisual, en el cine, las inmersivas, trabajar en un sistema circular con nuestra audiencia. Hay ejemplos conocidos que funcionan y debiéramos capacitarnos en eso. ¿O existe algo de eso en Francia? ¿Hay alguna herramienta que se esté utilizando hoy en las industrias creativas francesas? Ça, en France, c'est pas très, pour l'instant, ça n'existe pas beaucoup. Il y a des espèces de mécénat individuels sur des projets, mais c'est tout petit. C'est rien, c'est des petites choses, c'est des choses qui sont mises en place ponctuellement par des équipes artistiques, mais ça ne peut pas se substituer aujourd'hui à une puissance publique qui finance la culture. Après, ça re-questionnerait beaucoup de choses. En tout cas, en France, symboliquement, ces moments-là, même la question du mécénat en France, elle est très compliquée. Là, par exemple, pour vous donner une idée, ce qui fait scandale en ce moment, c'est que l'Odéon a lancé une participation justement au mécénat, mais très ouvert, pour redorer certaines statues qui sont dans l'Odéon, quoi, donc pour le patrimoine, en fait, hein, voilà, pour faire des petits travaux comme ça de rénovation. Et ça a été un cataclysme dans le secteur parce que justement, ce n'est pas... c'est-à-dire qu'en France, il y a cette espèce de notion que cette chose-là doit être la responsabilité de l'État et ne doit en aucun cas jamais être une responsabilité collective et individuelle du public, puisqu'on paye des impôts et que ces impôts sont censés financer justement toutes ces choses-là. Et la culture en particulier, le patrimoine. Et voilà. Donc, cet endroit-là est un endroit assez compliqué. Et après, sur la question de la participation financière, on le voit parce que nous, par exemple, dans le théâtre public, qui est donc un théâtre financé, nous, on fait tout justement pour que ça ne coûte rien au public. C'est-à-dire, il y a des politiques aussi tarifaires qui sont très basses pour permettre à tout le monde de pouvoir venir voir un spectacle. Et ça, c'est donc à partir du moment où on se dit qu'on touche ces publics-là, c'est compliqué ensuite de venir leur demander de financer des choses. Enfin, c'est complètement, en fait, ça va à l'envers des politiques culturelles qui ont été menées en France depuis des années. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore vraiment usité. Et aussi parce qu'en France, les gens qui ont de l'argent vont beaucoup dans le théâtre privé. Quand même, il y a quand même cette espèce de scission assez bourgeoise encore qui existe, le théâtre de divertissement. Et donc, je ne suis pas certaine que nos publics aient beaucoup d'argent pour financer les choses qu'on fait. Ouais, c'est une question compliquée par rapport au public. Il y a peu d'actions comme ça, parce que ce que dit pas Claire forcément, c'est quand tu as une direction d'un théâtre, qui a une direction artistique, il y a une identification. Un directeur d'un théâtre, il est nommé sur la base d'un projet artistique en parlant des artistes qu'il va défendre. Donc en fait, si tu veux, ça serait juste, il y a des groupes de spectateurs qui travaillent sur la programmation, mais absolument pas sur le financement. Tu vois, qui est dans la complicité des publics. On travaille sur comment on met en place les choses, etc. Mais c'est encore très timide en France, là. Il y a ce que tu disais sur le mécénat, Claire. Moi, je peux te donner l'exemple d'un festival que j'ai monté qui était dédié aux arts de la rue, dans l'espace public,
qui est financé publiquement par l'État, la région, le département, la ville. Ça aussi, c'est important. C'est qu'en fait, on a plusieurs niveaux de financement public qui vont de l'État, de tout en haut, jusqu'à la petite ville où tu as le théâtre. Donc, ce qui, évidemment, aide à le financement. Mais par exemple, on mettait après chaque spectacle des boîtes rouges, comme des tirelires, dans lesquelles les gens mettaient de l'argent pour soutenir le festival. Donc, pas pour financer des productions, hein, mais pour quand même soutenir globalement le festival. Et on arrivait à avoir sur 3 jours de festival entre 10 et 15 000 euros dans les boîtes rouges. C'était des dons des publics, mais c'est vraiment des choses qui appartiennent à chacun et des démarches individuelles. Et puis après, la question qui est très compliquée, je trouve, avec, que ça soulève en tout cas, c'est que l'argent, c'est toujours le pouvoir. Et donc, qui donne l'argent? Non, je dis, l'argent, c'est le pouvoir. Et forcément, qui prend le pouvoir? C'est toujours celui qui a le plus d'argent dans ces endroits de financement. Donc, c'est compliqué aussi de se dire qu'on laisse la création à la main de financement comme ça, très aléatoire, de gens qui auraient l'argent pour le financer et qui vont avoir un avis et donc qui vont préempter quelque part une pensée artistique et des sujets. Voilà, je ne suis pas certaine, en tout cas aujourd'hui, on peut espérer on peut espérer aujourd'hui, en tout cas qu'en France, en l'état actuel de la France, les financements publics amènent une neutralité et quelque chose qui nous permet d'être au rendez-vous de différents points de vue, de différentes expressions et de la liberté d'expression. Et cette chose-là, je crois que tous les États dans le monde devraient en être garants, parce que c'est ça la mission fondamentale.